passe désormais à 15 petites minutes de trucs et astuces sur Global Mapper. Une petite transition. Le thème de ce matin, c'est la vectorisation automatique. Nous ne consacrerons pas de temps de questions-réponses à la suite de cette courte démonstration. Pour autant, si cela vous évoque des questions, n'hésitez pas à les poser dans le panneau dédié, le support technique de Géomatique qui répondra ultérieurement sous la forme d'une fac spécifique à la journée. Alors, ce premier truc et astuce se concentre sur une des fonctionnalités magiques de Global Mapper, à savoir l'outil de vectorisation automatique d'une couche, raster. Pour se rendre compte de ces potentialités, nous travaillerons successivement sur deux espaces de travail distincts, l'un nous permettant de vectoriser une zone à partir d'une image aérienne et l'autre de vectoriser des plages d'altitude et de pente à partir d'un modèle numérique de terrain. Premier exemple, c'est celui-ci. Nous avons un espace de travail très simple qui comporte une seule couche. On se trouve au niveau d'un parc national, le parc national de Banff au Canada, et plus spécifiquement à proximité d'un glacier qui s'appelle le glacier Horseshoe. Il s'agit d'une image satellitaire sur laquelle on identifie un lac que nous souhaitons justement vectoriser dans le scénario de ce jour en tout cas, pour pouvoir ensuite déterminer ses dimensions de façon précise. Lorsque l'on déplace le curseur de la souris sur l'image, vous remarquerez que les valeurs RVB, donc rouge, vert, bleu, apparaissent dans la barre d'état qui se situe tout à fait à gauche de l'écran. Ici, mémorisons bien les valeurs qui sont indiquées lorsque le curseur survole le lac, car nous en servirons pour la suite des opérations. Étape suivante. On se rend dans le centre de contrôle. Pour sélectionner notre couche, clic droit sur cette même couche, et là on choisit l'option Créer des entités de surface à partir de valeurs égales. Dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, on reste dans un premier temps sur l'onglet Options. On donne un nom à la couche de sortie, par exemple lac. Dans la liste de classification ici de la surface, alors on va laisser ici Lake Unknown Area. Vous voyez, on a plusieurs classes possibles. Ici, je vais laisser sur celle que j'avais déjà prédéfinie en amont. Ça permettra d'attribuer aux entités vectorielles produites un type préconfiguré qui déterminera l'apparence de nos polygones. Dans la zone qui s'intitule Configurer le flou de couleurs autorisées, on définit la distance de correspondance maximale à 20. Alors je laisse la valeur de 20 ici. Je précise que au plus ce nombre qui peut aller jusqu'à 256 est élevé, au plus les couleurs adjacentes seront sélectionnées et incluses dans les entités vectorielles résultantes. Ensuite, on vient cocher l'option Créer seulement des surfaces pour les couleurs sélectionnées. On va donc sélectionner la couleur qui nous intéresse, celle du lac notamment. Et dans cette fenêtre, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on utilise la pipette pour sélectionner directement sur l'image la couleur de la zone que nous souhaitons vectoriser, soit on choisit de spécifier cette couleur en entrant directement les valeurs RVB comme nous allons le faire juste maintenant. Donc 71 pour le rouge, 116 pour le vert et puis 96 pour le bleu. OK. On clique ensuite sur l'onglet Limite de surface pour délimiter la zone de l'image au niveau de laquelle on souhaite effectuer la numérisation. Dessiner une fenêtre et on va déterminer manuellement la zone sur laquelle on souhaite appliquer le traitement, comme ceci. OK, OK pour lancer le traitement. Voilà. Et dans le centre de contrôle, je vais simplement décocher l'image, voilà, pour mieux voir les entités vectorielles nouvellement créées, ce qui nous permet de remarquer non seulement que le processus de vectorisation a créé des petites entités résiduelles, et qu'en plus de ça, les contours des entités qui nous intéressent ne sont pas tout à fait lisses, voilà. Mais le contour de chacun de nos lacs ici a repris en fait la forme des pixels de l'image. L'étape suivante, elle va donc consister à utiliser les outils disponibles dans Global Mapper pour supprimer rapidement tous les petits polygones inutiles, et puis dans un second temps pour lisser le contour de chaque lac. Et à la toute fin, pour mesurer la taille de nos trois entités restantes.
Pour supprimer les polygones inutiles d'abord, on sélectionne l'outil numériseur. Alors moi, c'est déjà le cas. Clic droit n'importe où sur la carte et on choisit option de sélection avancée. Sélectionner toutes les surfaces plus petites qu'une certaine superficie. On spécifie 930 mètres carrés parce qu'on a bien étudié nos données, donc mètres carrés. OK. Non. Voilà, elles sont sélectionnées, il ne reste plus qu'à supprimer ces entités, tout simplement en utilisant la touche Supr du clavier, ou bien comme je le fais ici, en faisant un clic droit et supprimer. OK. Ensuite, pour lisser nos 3 entités, on les sélectionne. À nouveau, clic droit, n'importe où sur la carte, et déplacer, remodeler les entités, juste ici, et on choisit lisser. Voilà. Alors là, ça a été très fugace, on a bien eu une action de lissage, mais ça a été très rapide. Et l'action s'est faite une seule fois. Si on veut la répéter, je vous donne un véritable truc et astuce pour répéter l'opération plusieurs fois sans devoir passer systématiquement par les menus, parfois un tout petit peu labyrinthique, je vous le concède. Je vous invite à utiliser la barre des favoris que j'indique avec le curseur ici, où apparaît la dernière fonctionnalité utilisée qu'il est possible d'actionner simplement en cliquant sur la petite étoile jaune qui permet d'exécuter la commande sélectionnée. Donc là, je le fais et on voit d'ailleurs qu'à chaque clic, on a une action de lissage qui s'opère. Voilà. Dernière étape du processus, et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'objectif donné à cet exemple, calculer le périmètre et la surface de nos 3 lacs. Nos entités sont toujours sélectionnées, clic droit, n'importe où sur la carte, analyse, mesure, mesurer. Et la fenêtre qui apparaît à l'écran affiche les attributs donc de mesure de nos 3 entités individuelles, à savoir la superficie et le périmètre. Il est possible d'exporter ces données au format CSV pour pouvoir les consulter dans Excel par exemple ultérieurement. Voilà pour cet exemple. Sans plus attendre, je ferme la fenêtre et l'on se dirige dans notre deuxième espace de travail, notre deuxième exemple. On se trouve ici, non plus au Canada, mais en bordure de l'état du Maine, au niveau d'une petite île qui s'appelle Cross Island. Et dans les 2 scénarios suivants, on va déterminer l'emplacement idéal d'un bâtiment au niveau, justement, de cette île. Et le choix de ce site se base sur 2 critères, l'altitude et la pente. Les données utilisées ici, elles sont bien au format raster. Il s'agit d'un modèle numérique de terrain d'une résolution de 10 mètres. Et contrairement à l'exemple précédent, nous n'utiliserons pas les valeurs RVB de chaque pixel. C'est la valeur de Z, donc l'altitude, qui cette fois-ci nous intéresse. Le site sur lequel on souhaite implanter ce bâtiment, il devra se situer au-dessus de 10 mètres d'altitude pour éviter les inondations lors d'ondes de tempête et au-dessous de 30 mètres d'altitude pour éviter l'exposition à des vents violents. L'objectif consiste donc dans un premier temps à se servir du modèle numérique de terrain pour créer une série de polygones qui délimitent toutes les zones supérieures à 10 mètres mais inférieures à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voilà, alors si par exemple on souhaite connaître l'altitude minimum et maximum du modèle numérique de terrain, l'information, je vous la donne simplement pour indication, elle est disponible entre autres, il y a plusieurs manières de faire, entre autres dans les métadonnées de la couche. Donc, en sélectionnant le modèle numérique de terrain, on sélectionne les métadonnées et on obtient les valeurs minimum et maximum du modèle numérique de terrain à cet endroit-là. On ferme la fenêtre. Cette information étant connue, on va pouvoir utiliser le modèle numérique de terrain pour déterminer nos zones. Première étape, dans le centre de contrôle, clic droit sur notre couche pour accéder aux options. Onglet modifier les valeurs d'altitude et dans la section ici gamme d'altitude valide, on entre tout simplement 30 dans altitude valide maximum et 10 dans altitude valide minimum. OK. Et on constate tout de suite que les données d'altitude sont désormais limitées à l'affichage par l'étendue prescrite et que la légende, c'est d'ailleurs la légende à gauche, c'est d'ailleurs ajusté automatiquement.
Pour créer un polygone vectoriel, on va désormais utiliser le même outil que tout à l'heure pour l'exemple avec le lac, souvenez-vous. Donc clic droit sur la couche et exactement le même outil que tout à l'heure, créer des entités de surface à partir de valeurs égales. Dans ce cas précis, c'est la valeur de z que l'on traite. Donc on entre une distance correspondante maximum pour l'altitude de 40. Alors, encore une fois, la valeur était déjà spécifiée, je la laisse, c'est bien 40 qui nous intéresse. Puisque la valeur de 40 est supérieure à la hauteur maximum du MNT, qui est de 30 mètres, souvenez-vous, ça garantira la création d'une seule entité de surface qui englobera toute la plage de 10 à 30 mètres. On donne un nom à la couche de sortie, comme tout à l'heure, gamme d'altitude, par exemple. Hop là. Et OK. Voilà. Et là, on constate la création de plusieurs polygones bleus. Pourquoi bleu? Parce qu'il s'agit de la couleur d'altitude la plus basse du nuanceur Atlas. Vous voyez ici. Voilà, on va maintenant restaurer le modèle numérique de terrain original pour afficher la gamme d'altitude complète. Alors, double-clic sur la gauche pour accéder aux options, modifier les valeurs d'altitude et restaurer la gamme d'altitude par défaut. OK. Hop là, on peut refaire apparaître la gamme d'altitude. On va maintenant inclure un nouveau paramètre pour déterminer la zone la plus appropriée à l'établissement de notre bâtiment, à savoir la pente. On part en effet du principe que pour réduire au maximum la mise en œuvre de moyens d'ingénierie potentiellement coûteux, on recherche un emplacement le plus plat possible. On va donc se servir du modèle numérique de terrain pour créer à nouveau plusieurs polygones qui délimiteront cette fois-ci toutes les zones dont l'angle d'inclinaison du sol est inférieur à 4. Pour l'instant, notre couche gamme d'altitude ne nous est plus utile, nous la masquons donc temporairement. On sélectionne le nuanceur ici pour choisir le nuanceur de pente. Voilà. Clic droit sur le modèle numérique de terrain. À nouveau, créer des entités de surface. OK. Le nuanceur de pente, puisqu'il est actif, la valeur attributaire, vous voyez ici, qui est définie par défaut, c'est slope. Comme d'habitude, on donne un nom à la couche de sortie, par exemple gamme de pente. Dans définir un flou de pente autorisé, on définit une valeur de 2 degrés. Cette valeur seuil, elle représente l'écart au-dessus et au-dessous de la valeur médiane dans la plage. En d'autres termes, si une valeur de 2 est saisie, comme c'est notre cas, les plages seront de 0 à 4, de 4 à 8, de 8 à 12, etc. Si on avait saisi une valeur de 3, les plages auraient été de 0 à 6, de 6 à 12, etc. OK. Et comme le processus a pris en compte toutes les données du MNT, là, il a créé un grand polygone pour la surface de l'eau qui ne nous est pas utile. Avec l'outil numériseur, nous la sélectionnons tout simplement. Clic droit, supprimer. Voilà, on se remet sur le nuanceur Atlas. Et comme vous pouvez le constater, le réglage ici ne modifie que l'affichage du modèle numérique de terrain. Il n'a pas évidemment impacté les entités vectorielles qui viennent d'être créées. On va désormais limiter l'affichage de nos entités aux zones qui ont un angle de pente inférieur à 4 degrés. Et qui d'ailleurs ont une superficie supérieure, autre critère, à 4000 mètres carrés. Donc, on va simplement effectuer un clic droit sur notre couche et on va demander à partager la couche. On va la partager à partir de l'attribut slope. OK. Voilà, et donc on remarque que la couche est désormais divisée en sous-couches en fonction du paramètre pente et qu'il est possible du coup d'afficher que les zones qui nous intéressent, à savoir celles dont la pente est inférieure ou égale à 4 degrés, celle-ci. Voilà, et on souhaite enfin supprimer toutes les zones inférieures à 4000 mètres carrés. Donc avec l'outil numériseur, même chose, je réduis la fenêtre, clic droit n'importe où sur la carte, exactement comme tout à l'heure, option de sélection avancée, sélectionner toutes les surfaces plus petites que 4000 mètres carrés. OK. Non.
et il ne reste plus qu'à les supprimer. Ok. Je vous propose désormais d'afficher les entités de nos couches vectorielles de pente et d'altitude avec l'image aérienne de l'île. Hop là, on décoche le modèle numérique de terrain, on affiche notre couche d'altitude et si on le souhaite, on peut changer d'ailleurs le style de notre couche d'altitude simplement en allant dans ces options. Ou alors en les sélectionnant toutes nos entités, clic droit, modifier, spécifier le style à utiliser lors du rendu d'entité et on applique un remplissage de couleur orange, ok, en appliquant une transparence de 50% environ. Hop, ok. Ok. Et voilà, on observe ainsi distinctement les zones possibles d'implantation de notre futur bâtiment en fonction des différents critères de pente et d'altitude. Bien sûr, il serait intéressant de pousser l'analyse pour aboutir à une seule couche vecteur qui prenne en compte tous nos critères, mais il est grand temps de passer la parole à notre prochain invité, et c'est pourquoi je m'arrêterai là.